Bonjour à tous, revisiter Alexandrie, c'est ce que vous propose le MUSEM dans sa nouvelle exposition Alexandrie, futurs antérieurs. Vous pensiez peut-être tout savoir sur le rayonnement culturel et commercial de la ville antique. L'exposition tente de nous donner un angle nouveau sur cette ville fondée par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ, mêlant recherches archéologiques et art contemporain. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de visiter cette exposition. Arnaud Cartamont, bonjour. Vous êtes l'un des commissaires de cette exposition. Une exposition qui a déjà vu le jour à Bruxelles, si je ne m'abuse, parce qu'elle fait partie d'un vaste programme européen qui a impliqué 8 pays, plus l'Égypte et quelques 80 artistes en résidence, c'est ça? Pourquoi avoir voulu faire une exposition sur Alexandrie? Il nous semblait intéressant de revenir sur la ville mythique d'Alexandrie pour justement enlever le vernis qui recouvre ce mythe et revenir finalement au fondement historique. Que savons-nous réellement de cette ville d'Alexandrie? Alors, vous avez voulu commencer notre émission ici, sur ces deux bustes qui démarrent l'exposition, ça paraît logique, mais pourquoi particulièrement ici? Alors, commencer une exposition sur Alexandrie, c'est nécessairement parler d'Alexandre le Grand, cette figure mythique. Et donc, il était important pour nous de contempler un plâtre qui représente un buste d'Alexandre le Grand, mais également cette œuvre contemporaine qui met en garde sur la manipulation faite autour du mythe d'Alexandre. Et notamment, dans ce cas présent, la manipulation qui a été faite d'un point de vue politique, puisque la Grèce revendiquait la figure d'Alexandre le Grand, qui était originaire de Macédoine grecque, mais le conquérant a également été convoqué à des fins nationalistes lorsque la République de Macédoine a vu le jour. Et donc cette exposition visait à dire « Attention !» Vous avez une certaine connaissance d'Alexandrie, mais faites attention qu'elle n'ait pas été manipulée dans un but de construction identitaire. Sarah Rifki, bonjour. Hi, how are you? Bien, et vous? Bien. Vous êtes le commissaire sur la partie contemporaine de cette exposition parce que l'art contemporain répond donc à cet art antique. Yasmina Metouali, bonjour. Vous êtes l'artiste qui a fait cette œuvre que nous avons derrière nous. Tout d'abord, Sarah, pourquoi la partie contemporaine est si importante dans l'exposition? The contemporary section of this exhibition very much is integral to the project in a way that we think about it as a singular show. By weaving the story of these 200 objects through 17 contemporary artworks, we actually are able to give the public an experience that allows them to question what they see. Yasmina Metouali, quand Sarah Rifki a fait appel à vous, qu'avez-vous pensé en premier lieu? One of the intriguing points with this invitation or with this exhibition was thinking about the museum as a space of exploration. And I looked at it historically as well as through the gaze looking at the Mediterranean from Alexandria as a meeting point and thinking about projects that did not come to completion. One of the elements of this work is looking underwater, looking at a project that did not come to fruition, which is an underwater museum that explores monuments and objects from antiquity that did not survive an earthquake and a catastrophe that happened in the antiquity times. En fait, Sarah, cette œuvre symbolise bien l'exposition parce que ça marque justement le passage entre le passé et le présent. This work very much is developed around a myth of the Gorgon or a Medusa, and in this particular film, the cosmography kind of obliterates the present, and we only have the past and the future. And in many ways, this exhibition titled Alexandria Past Futures is kind of very much trying to thinking through these particular temporalities as well. Merci beaucoup. Arnaud Cartamont, nous vous retrouvons dans cette première partie de l'exposition toujours, consacrée à l'urbanisme. Et là, nous allons vers la deuxième partie de cette exposition. Tout à fait, qui est consacrée au pouvoir et au savoir, où on va voir comment les Ptolémées et les empereurs romains vont s'intégrer à l'Égypte ancienne. Avec ces statues? Tout à fait. Et donc cette statue de Ptolémée, lequel? Eh bien, on l'ignore. Les Égyptiens, en fait, ne font pas de portraits. Ce sont des vues stéréotypées. Mais à tout le moins, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Ptolémée, qui est d'origine macédonienne, eh bien, en fait, va complètement se couler dans le moule pharaonique et va se faire représenter en pharaon avec le némès, donc la coiffe
qui retombe de part et d'autre de l'épaule, et l'uréus, le cobra dressé. Les Ptolémées vont véritablement avoir un art tantôt plutôt égyptien ou tantôt plutôt grec. Et ce sont des statues que l'on retrouve dans l'espace urbain. Alors, les Ptolémées vont se faire représenter de façon colossale dans l'espace urbain parce qu'ils ont quelque chose à dire. Ces statues sont un élément de la propagande royale. Et pour répondre à cette propagande des dirigeants, il y a l'œuvre d'Imanissa, ici cette œuvre contemporaine, qui dénonce justement le fait que les dirigeants investissent l'espace public. Exactement. Imanissa pose la question pourquoi ce seraient systématiquement les dirigeants qui font leur propagande dans l'espace urbain et pourquoi n'aurions-nous pas d'autres types de monuments? Elle propose dès lors des matériaux qui ressemblent parfois à des monuments en demandant mais édifions un monument à la résilience collective, aux héros du quotidien ou à ce genre d'éléments. Donc on quitte la partie qui est consacrée au savoir et au pouvoir et là nous nous retrouvons dans cette partie de l'exposition où les dieux sont évoqués et notamment dans cette vitrine Isis. Exactement. À l'époque ptolémaïque et romaine, Isis va véritablement devenir une déesse universelle. Elle protège les maternités, elle protège les femmes, le commerce, la renaissance. Et donc on va la retrouver sous différentes formes. On va la retrouver avec une queue de serpent qui protège les récoltes. On va retrouver Isis Aphrodite en ode à la beauté. Et donc cette déesse universelle va vraiment se répandre progressivement. C'est vraiment la preuve que les Ptolémées ont travaillé sur les divinités égyptiennes pour qu'elles soient compréhensibles par tout le monde. On crée vraiment un bilinguisme culturel. Alors il y a d'autres divinités qu'Isis exposées dans cet espace de l'exposition. Il y a également une œuvre contemporaine, celle de Mona Marzouk, qui est une artiste égyptienne. Mona Marzouk a reçu les caméras pour nous parler de son œuvre. Je vous propose de la découvrir. I am Mona Marzouk. I'm an artist based in Egypt. Alexandria has been so many things for so many people and forces also. It's a city that in its history, it has disappeared many times and yet it grew again slowly and it's a space with so many layers. For me, when I started my very early career, I was so much inspired by the history of the mix of culture and civilization that's in the city. So actually when the curators invited me to take part in this exhibition, I wanted to develop a work that existed together with the historical object and document in this exhibition in a kind of symbiotic relationship. The title, Apparatus and Form, is a reference to the work of being both an apparatus for showcasing the rest of the exhibition and a series of objects that can be also looked at individually. The details can be traced back to the architecture of the different civilizations and culture that have inhabited Egypt. But these details are reworked and reformed into a hybrid object that regenerate the past, present, and future tenses into a non-linear sense of time. The way I work technically is like using overhead projectors and masking tape. I draw the shape and then I cut it and then fill it with color. My interest is also like giving this kind of feeling that when somebody look at the work, they are a bit confused if this is like a human-made thing by hand or is it like a printed, like a machine-made. So I think for me, this kind of confusion is very important as part of my work and my practice. Et donc Arnaud, nous arrivons dans cette dernière partie de l'exposition qui parle du rayonnement d'Alexandrie à travers les siècles. Et nous nous retrouvons devant deux fresques qui viennent de Pompéi. Exactement. Alexandrie va rayonner durant l'Antiquité et surtout vers l'Italie. Elle va rayonner de deux façons différentes. La première, ce sont des œuvres d'art qui sont réputées et qui donc vont être copiées et diffusées dans le monde romain, à l'image de ces fresques, celle-ci découverte dans le temple d'Isis à Pompéi, celle derrière moi dans une maison privée mais sur le même site. Ces deux œuvres, eh bien, elles représentent une œuvre réputée d'Alexandrie, mais le contenu même de la représentation est de la diffusion, puisqu'il s'agit de la déesse Isis, qui est en Égypte et qui accueille la déesse
Io. On reconnaît Isis avec le cobra qu'elle a autour du cou, notamment. Elle pose ses pieds sur un crocodile. Et Io, qui a traversé le Bosphore, eh bien, est coiffée de cornes de taureau. Et donc, on a véritablement là une scène de temple dédié à Isis, puisque le culte d'Isis s'est répandu dans le monde romain, mais on a surtout la copie d'une œuvre jugée magistrale qui se trouvait à Alexandrie. Et pour répondre à cette œuvre, il y a cette œuvre qui s'appelle White Gold, l'or blanc, et là on parle de coton, parce qu'aujourd'hui, l'Égypte exporte le coton, et on parle donc encore une fois de rayonnement de l'Égypte à travers le monde, mais pas tout à fait le même rayonnement. When we came to think about like the influence that Alexandria exudes like globally and into the world, from a contemporary perspective, it was important for us to highlight the centrality of cotton as part of a history of capital. So while we don't think of, let's say, of Egypt necessarily as a place for cotton plantations as one would of the United States, for example, the history of cotton is very much integral to the history of modernization and very much is one that ties the history of both Alexandria and of Egypt within a broader, like, interconnected history of, like, trade and capitalism in the 18th and 19th century. C'est donc ici que nous terminons cette émission. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir accueillis, reçus dans votre exposition sur laquelle vous travaillez depuis de nombreuses années et dont vous voyez le résultat. Cette exposition est visible jusqu'au 8 mai. Venez nombreux au MUSEM pour un voyage vers Alexandrie.